Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isul Turan, porte-parole, et j'ai le plaisir d'accueillir Anne ce soir pour une nouvelle émission des Antigones. Bonjour Anne. Bonjour Isole, bonjour à tous. Alors, cette émission fait suite à une première partie sur le Covid-19. Nous avions dans cette première partie parlé du virus, du confinement, du déconfinement et des alternatives possibles à ces mesures auxquelles il est encore temps de s'intéresser, puisque nous ne sommes pas à l'abri de nous faire reconfiner demain. Et surtout, nous nous étions penchés ensemble sur les lois qui étaient passées pendant ce confinement. Et nos découvertes se sont avérées tout à fait choquantes, puisque ce qu'entérine finalement la loi du 23 mars sur l'état d'urgence sanitaire, c'est ni plus ni moins que la fin de l'état de droit. Pour le pourquoi du comment, je vous renvoie à cette première partie, tout est détaillé en description d'émission. Par ailleurs, cette situation s'avère n'avoir rien de temporaire, puisque d'une part, un certain nombre des mesures prises pendant le confinement sont inscrites dans le droit commun, et d'autre part, une fois qu'on a rendu possible en droit la disparition de l'état de droit, il n'y a plus qu'un changement de régime pour assurer au pays le retour à un état de droit. Dans cette deuxième partie, nous voulions analyser plus en profondeur les causes et les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre. D'abord, on va s'intéresser aux mécanismes philosophiques qui ont rendu cette situation et ces décisions possibles. Et puis ensuite, on va s'intéresser aux conséquences psychologiques graves que le confinement et le déconfinement, ou du moins l'assouplissement du confinement, tel qu'il se profile, risque d'avoir sur la population. Et puis évidemment, on va terminer en s'intéressant aux conséquences économiques et sociales qu'il va y avoir sur le pays. Alors d'abord les causes. On a bien souligné dans notre précédente émission la responsabilité grave de notre gouvernement actuel, et des précédents d'ailleurs, dans la crise. C'est faute de lits, c'est faute de matériel médical, de personnel qu'on en est arrivé à confiner massivement la population, parce que les hôpitaux commençaient déjà à être engorgés en fait dans certaines régions, alors que l'épidémie n'en était qu'à ses débuts. Alors certes, le Covid-19 a causé des morts, mais soyons clairs, il y a un grand nombre de morts en France qui auraient pu être évitées, de personnes qui auraient pu être vraiment soignées avec des choix différents. On peut penser par exemple à l'Islande, qui est un bon exemple, qui a réussi à contenir le virus et qui a, à l'heure où on enregistre, seulement 10 morts. Comme quoi, les morts qu'on a eues en France n'étaient pas une fatalité. On peut dire que le gouvernement est pleinement coupable des morts du Covid en France. Sauf qu'on avait vu ensemble que ce gouvernement a préféré profiter du confinement pour organiser une surveillance massive de la population, par ailleurs culpabilisé de ses moindres faits et gestes. C'est nous, c'est les Français qui serions responsables de la crise en partant seuls en randonnée en forêt ou se dégourdir les jambes sur des plages désertes. Alors j'entends déjà les sirènes du complotisme hurler dans votre tête, mais je vais affirmer et répéter ce constat que nous avions fait. Le confinement a été l'occasion de lancer des dispositifs de surveillance de masse à l'échelle nationale. C'est une volonté des derniers gouvernements évidente dans les faits, avec l'achat massif de drones, la proposition actuelle de géolocaliser les gens pour indiquer la propagation du virus, etc. Cette volonté, elle peut évidemment s'expliquer par mille et un complots, mais elle peut aussi s'expliquer tout simplement par une pure logique comptable. La police manque de moyens, les policiers en ont marre de se faire prendre pour des cons ou envoyer se prendre des frigos en travers de la tronche dans les cités. Alors faute de moyens humains, on a recours à des moyens techniques qui n'ont pas besoin d'être payés, qui peuvent pas se mettre en grève, qui peuvent pas se syndiquer. C'est une évolution logique que la surveillance de masse pour un État faible qui se défie de sa population, tout simplement. Oui, c'est important de le souligner, je pense, parce que des dérives et des lois liberticides vont de pair avec la peur, et on assiste effectivement à un contrôle croissant de la population. Et ça, je pense qu'on peut l'analyser comme la conséquence d'un gouvernement qui se sent en danger, qui se sent isolé, qui se méfie du peuple. Et en fait, cette situation, elle date pas d'hier, elle a été progressive. On a vraiment un fossé finalement entre les élites politiques et puis la population en général. Donc les élites politiques ne représentent plus le peuple, ne le défendent plus, et les gens ont de plus en plus l'impression d'être pris pour des cons, et ce, à raison d'ailleurs. Ces dernières années, on a vu se succéder des mouvements sociaux d'ampleur. On peut penser, par exemple, je sais pas, aux bonnets rouges, aux manifestations de soignants. On a quand même vu des manifestations de pompiers, des policiers qui faisaient crosse en l'air et qui enlevaient leur casque. On a eu les gilets jaunes. Et etc., etc. Ça n'en finit plus depuis 10 ans. Et l'État a faibli clairement, et du coup, le réflexe en fait de cet État failli, c'est de resserrer la vis. C'est un peu comme un rat, quand vous coincez un rat dans un coin, eh bien, il se met à mordre. Mais pour nous, ça doit être aussi, je pense, un signe d'espoir, parce que on est à un tournant et on peut faire changer les choses. Et ça, c'est si on se bouge et si on... Et ça, c'est vraiment si la population française prend son destin en main, ce qui est encore possible aujourd'hui. C'est si nous ne faisons rien en fait que ces dérives peuvent perdurer dans le temps.
Et nous retrouver dans une société cauchemardesque à base de surveillance de masse, de lois liberticides et totalitaires et compagnie. La situation actuelle, elle prédispose clairement les gouvernements à user d'outils dangereux pour nous et pour nos libertés. Surveillance de masse, on l'a dit, imposition d'idéologies dont nous ne voulons pas, flicage des mœurs et des pensées, avec les récentes lois qui ont créé quand même un fichier de gendarmerie dans lequel on note les orientations sexuelles et les idées politiques des personnes. Pour la blague, ces infos peuvent être communiquées à différentes autorités, dont le maire de votre commune. C'est aussi un temps qui est particulièrement favorable à des mesures d'ingénierie sociale pour conserver un semblant de maîtrise de la situation. Et c'est d'ailleurs des moyens comme ça qu'on constate mis en œuvre dans la crise actuelle, de manière plus ou moins consciente selon les acteurs. Ah oui, tu parles d'ingénierie sociale. Cette ingénierie sociale, elle va très loin. On a l'application d'une nouvelle novlangue utilisée par le gouvernement et les médias, avec des termes aussi, des associations de termes aussi étranges que peuvent paraître la distanciation sociale. Donc voilà, une sociabilité qui est distante. Enfin, il faut quand même se rendre compte de ce que ça peut signifier. On a les gestes barrières, comme si des gestes pouvaient faire barrière à quelque chose. Et puis on a le mot déconfinement. Ça n'existe pas, un déconfinement. En fait, on peut confiner, mais on ne déconfine pas. Et donc, de toute façon, maintenant, ils utilisent même plus le terme de déconfinement. Il n'y aurait plus que les médias qui l'utilisent. Ils parlent maintenant d'assouplissement du confinement. Donc, on a tout un univers autour des mots gouvernementaux sur les questions du Covid-19, avec le vocabulaire de la guerre, etc. Les exemples pourraient être multiples, et l'objectif, c'est faire passer des vessies pour des lanternes, quoi. Et puis nous faire avaler des nouveaux concepts pour changer notre mode de pensée et nous faire perdre nos libertés, tout simplement. Avec en plus un gouvernement et des médias qui entretiennent la peur à base d'articles hyper alarmistes, et puis ce lexique de guerre qu'a choisi le gouvernement, alors évidemment c'est très commun. On espère l'union sacrée, on fait de l'effet Coué pour appeler les gens à être solidaires, c'est-à-dire à obéir, etc. Sauf qu'en fait, toute cette rhétorique, ça fait seulement qu'entretenir la peur chez les gens. Ils sont bien contents de rester planqués chez eux, dans leur maison bunkérisée à coups de javel et de détergent, en fait. Là, c'est pareil, on va déconfiner, mais on va déconfiner à base de masques dans les transports, de gants, de tenues de cosmonautes, parce qu'on a entretenu cette peur aussi. Et puis on peut s'arrêter 2 minutes sur cette affaire de guerre du vivant. Les virus font partie de la nature, ça faut quand même le rappeler, et de ce point de vue-là, ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils existent, ils font partie de notre univers. Et se mettre en guerre contre un virus, en fait, c'est combattre la nature elle-même. La guerre contre le virus du Covid-19 telle qu'ils la conçoivent aujourd'hui, c'est une guerre dans laquelle nous sommes des collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on nous culpabilise, nous, en tant que Français. De fait, au final, c'est un choix de communication qui est assez révélateur de notre société, pour laquelle se battre contre la nature et le vivant, c'est normal. On vit quand même à l'époque de Google qui combat la mort, à l'époque où plutôt que de chercher des remèdes aux maladies, donc qui font partie de la vie, qui participent à construire l'immunité, etc., on préfère leur trouver des vaccins pour les éradiquer. La question n'est pas celle des vaccins, c'est la logique dans laquelle on est. Est-ce qu'on cherche à trouver un remède à quelque chose qui va inéluctablement arriver, ou est-ce qu'elle cherche à supprimer le problème ? Demander un vaccin pour le Covid, c'est demander à supprimer le problème, au lieu de vivre avec, comme on va être obligé de le faire, et donc de trouver un remède pour ceux qui vont l'attraper. On vit à une époque en fait qui est prométhéenne, qui croit qu'elle a tous les droits sur la nature, le vivant, et donc par conséquent sur l'être humain. Ça, c'est dans l'air du temps, on va dire, mais au sein de cet air du temps, il faut bien distinguer la majorité des gens qui se contentent en quelque sorte d'avoir peur de la maladie, de la mort, et qui acceptent un peu tout ce qu'on leur propose, et puis l'élite politique et médicale qui, elle, organise cette peur de la mort, de la maladie dans les populations pour faire passer en fait des mesures politiques qui leur permettent de façonner une humanité 2.0 avec leurs fantasmes, en fait. Dont les propositions de Jacques Attali sont une bonne image, par exemple. N'oublions pas que parmi les courants de pensée qui participent de la façon de voir des élites, il y a le fameux transhumanisme. Là, je vous renvoie à notre émission dédiée sur le sujet, ce serait un peu trop long de le développer ici. Mais le transhumanisme, grosso modo, considère que l'étape suivante de l'évolution de l'humanité, c'est d'être un être humain augmenté grâce aux machines et à la robotisation. Je vous le fais en très bref. Ça va de la simple prothèse que même des biens portants pourraient accueillir pour améliorer leur performance, au puçage, d'abord pour des traitements médicamenteux, type traitement de fond, contraceptifs, etc., au puçage tout court, pour payer plus facilement, etc. Enfin, vous pouvez trouver des petits exemples de ça assez fun et marrants sur Internet. Le but avéré du mouvement transhumaniste, auquel participent sans cacher Google, les autres géants de la Silicon Valley et tous leurs chercheurs, c'est tout simplement de vaincre la mort. C'est clair, c'est net, c'est très précis, très simple. D'où l'importance, en fait, dans cette nouvelle économie du vivant, du commerce des cellules souches. Mais là, je vais commencer à passer en hors sujet, donc je vais m'arrêter là.
Et là, ce qu'il faut bien comprendre et ce que j'aimerais qu'on comprenne bien, c'est qu'aujourd'hui, la politique est passée de l'art d'organiser la vie, le social, à celui d'orchestrer la mort, avec des lois de plus en plus militantes, par exemple en faveur de l'avortement ou de l'euthanasie, qui sont des lois de mort. On va ajouter à ça le système agro-industriel occidental qui a ajouté sa pierre à l'édifice et qui nous sert en fait une nourriture qui est abîmée, morte et pleine de toxiques qui empoisonnent. Et donc là, vraiment, quand on prend tous les aspects de notre vie politique et sociale, tout notre mode d'organisation tel qu'il est fondé aujourd'hui, c'est une organisation de la mort et non plus une organisation du vivant. Donc, quant à notre système de santé, il distribue quand même massivement des perturbateurs endocriniens aux femmes et aux adolescentes, et leur fabrique ensuite, quand elles sont devenues stériles ou infertiles, des bébés sur mesure, plutôt que de résoudre leurs problèmes de fertilité qui ont été engendrés par les modes de vie qu'on a choisis. Ah bah ça, je pense qu'on peut le dire, le combat contre le vivant, il date pas d'hier. Je pense que depuis qu'on a le système économique et politique tel qu'on le connaît aujourd'hui, depuis qu'on utilise le terme de ressources humaines pour parler des êtres humains, eh bien, on est dans un système de mort. Dans un système où tout est exploitable, rentable, consommable, à tel point qu'en fait, on perd de vue le bien commun et le bien vivre. Là, on se contente de survivre, et même, enfin, de survivre entendu comme vivre au-dessus de notre vie. Au-delà de notre propre capacité. Les gens vont mourir d'obésité parce qu'ils ont trop mangé, vont se tuer en faisant des excès de vitesse, etc., etc. Et avec un système économique qui, lui, nous pense comme des ressources. Non, mais le terme de ressources est quand même assez choquant. Donc voilà, ça date pas d'hier, et je pense que cette crise du Covid-19 est vraiment en fait un révélateur de la manière dont le système politique nous considère. Et donc aujourd'hui, on a été parqués et isolés comme des bêtes dans un élevage de la ferme des 1000 vaches. Voilà ce qui s'est produit en fait. Et pendant ce temps-là, personne ne réagit, personne ne fait rien. Dans la crise du Covid-19, en fait, les gens ont été sidérés par la peur. Mais quand j'utilise le terme sidéré, il est presque faible. Ils ont été tétanisés, ils se sont arrêtés par la peur de la maladie. Et quand on est malade aujourd'hui, le réflexe, c'est de faire taire les symptômes. Toute notre médecine allopathique, elle est tournée vers les symptômes de la maladie. On ne cherche plus les causes d'une pathologie. Donc déjà, en fait, on est sur une perception biaisée de la maladie qui n'est pour le moderne qu'une suite de symptômes qu'on va tenter d'effacer. Et cette mauvaise compréhension de la maladie va conduire les gens à être sidérés par la peur. C'est cette peur de la mort qui alimente les courants de pensée modernes, comme le transhumanisme dont tu as parlé. La peur de la mort, c'est normal, c'est humain. Par contre, là, on est quand même arrivé dans une nouvelle ère avec toutes les récentes évolutions technologiques. Avant, c'était quand même réservé à quelques-uns de se faire des bains à base de sang de vierge pour conserver sa jeunesse ou autre délire. Maintenant, on peut réellement prélever en laboratoire des cellules souches sur des embryons vivants, cryogénisés, etc., pour les ajouter ensuite dans des crèmes de beauté. Et c'est d'ailleurs ce qui fait du prix, j'ai commencé à le dire, ce qui fait le prix du commerce du corps des femmes, c'est leur capacité reproductrice, donc leurs ovocytes et leurs embryons. Alors oui, la peur de la mort, c'est normal, sauf que face à un danger comme par exemple un virus, eh bien la peur va au contraire en fait complètement accentuer le problème. C'est quand on a subi un choc, un stress, une peur, l'organisme se tend, il réagit, et à partir du moment où il est tendu, eh bien quand il relâche, c'est là que les défenses immunitaires sont au plus bas et qu'on attrape la maladie. La peur qui est proche de la psychopathologie dans le cadre du Covid-19 n'a fait que faire progresser la maladie. Autre chose aussi, c'est que la peur n'ôte pas le danger, et donc on ne peut pas fuir face à un virus. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être en bonne santé pour avoir ces défenses immunitaires les plus fortes pour pouvoir combattre le virus. Alors que là, on s'est barricadé dans des maisons rongées par la peur. On a essayé de fuir une situation qui de toute façon allait devant nous, et donc on a eu une réaction complètement disproportionnée et inversement proportionnelle à ce qui aurait dû être fait. Alors le confinement, c'est l'apothéose de la fuite du réel. Quand on regarde les gros titres des blogs, des webzines, c'est à base de les 10 films à regarder en confinement, jardiner confiné, les meilleures recettes du confinement. Les gens sont finalement bien contents d'échapper à un quotidien qui les emmerde. Ils sont contents pour la plupart de passer du temps en famille, de faire ce qu'ils n'ont jamais le temps de faire, parce que le reste de leur vie, c'est métro, boulot, dodo, et puis on rentre à 20h faire un bisou aux enfants avant de les mettre au lit de regarder un film avec Bobonne. Alors c'est sûr que le confinement a été vécu très différemment selon les gens, selon les profils et ce qu'ils ont pu vivre. Et je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui a vécu de manière similaire son confinement à une autre. Par contre, on peut dire que pour beaucoup de gens, ça leur aura ouvert les yeux.
et notamment sur l'incohérence de leurs choix, sur l'incohérence de leur vie, sur le vide, en fait, sur lequel ils étaient assis. Il y en a malheureusement qui sont morts, hein, qui sont morts suicidés, voilà. Donc ça, c'est parti très loin. Mais pour ceux qui ont survécu et qui ont vu justement l'incohérence de leur choix, ça va peut-être les aider à changer, à avoir une vie plus saine. Et parce qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui sont partis se confiner à la campagne, chez la grand-mère, chez des proches, et qui se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient mieux là. Ils étaient mieux que dans leur travail surchargé de stress, sans voir leur famille, et que la fréquentation d'un arbre et avec un télétravail où on s'organise soi-même dans ses propres horaires, c'est mieux finalement que le stress dans le constant dans lequel on est aujourd'hui. Avec l'effet pervers qui est son corollaire, que le confinement devient une sorte de parenthèse dorée, en fait, à l'écart de la réalité. Une sorte de pause où madame joue à la maîtresse pendant que monsieur se rachète une virilité en bricolant. C'est ce que je disais, hein, je pense qu'il n'y a pas eu de confinement pareil. Il y a des gens qui, face au vide de leur vie, ont été conduits au suicide, hein. On a quand même une augmentation majeure des suicides, et même certains des suicides sont même passés pour des gens atteints du Covid, hein. Ça, c'est quand même incroyable. Mais bon, passons, les chiffres de suicides sont très hauts en France. Parce que voilà, rester confiné dans 5 mètres carrés en ville à 4, c'est impossible en fait. Donc il y a eu évidemment une recrudescence de femmes battues, des enfants violés, abusés, des situations en fait d'une extrême gravité, d'une extrême violence. Et puis, même sans parler de ces contextes de violence, il y a eu pour les gens, en fait, le deuil de leur liberté, le deuil de ce qu'ils pensaient être, et cette manière, finalement, dont ils ont été mis de force sur pause. Et ça, de toute façon, ça a été violent. Il y a des gens qui ont vécu dans des conditions bien pires que ne le sont les prisonniers d'aujourd'hui en prison. En somme, c'est les inégalités qui se creusent entre ceux qui ont l'argent pour avoir de l'espace et des loisirs et ceux qui ont déjà des conditions de vie de merde. D'autant plus qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui continuent en réalité de bosser. Le mec est manutentionnaire et sa nana est soignante, avec les enfants qui sont forcément babysittés à coups d'écran. Ils sont pas franchement sur un pied d'égalité avec le couple de 4 sup en chômage partiel qui toucheront tout de même 80% de leur bon salaire et qui en profitent pour apprendre à lire à leurs 3 ans et faire passer le bac à leurs 12 ans pendant que leur aîné prépare HEC au calme. Après, il y a eu un écart aussi très net entre la province et la ville. En zone rurale, il y a eu des cercles vertueux qui ont pu se mettre en place, beaucoup plus que dans les villes, même si je pense que le gouvernement a cherché en fait à créer une situation d'égalité, et notamment en interdisant les forêts, les grands parcs, les plages, en cherchant notamment là, par exemple, à essayer de rendre la vie la plus impossible qu'il était possible de le rendre en situation rurale, hein, comme les citadins étant parqués dans des conditions inadmissibles, eh bien on a essayé de rendre la vie d'autant plus dure aux provinciaux et aux gens de zone rurale. Voilà, un souci d'égalité mal placé. Et avec le Covid, ça continue. Le gouvernement en a quand même bien profité pour faire passer un allongement du délai légal pour l'IVG médicamenteuse. On sait bien ce qui se passe avec les mesures d'exception qui sont vouées à être supprimées et qui finalement ne sont jamais. De l'autre côté de la balance, il y a eu nos personnes âgées, voilà. Nos personnes âgées qui sont le gros problème de notre société parce qu'ils sont une masse improductive et qu'ils coûtent cher de par leurs soins. Et bon, voilà, donc il y a eu le Covid-19, donc on a programmé l'euthanasie de différentes manières, hein. Il y a eu effectivement l'administration de rétroville qui a été autorisée, qui conduit vraiment en fait à une euthanasie. Après, il y a eu aussi la mise systématique sous morphine de personnes qui présentaient des symptômes proches du Covid. Voilà. Donc là, on a tué massivement des vieux. Et en fait, ce qui est intéressant dans la guerre informationnelle dont on parlait, hein, et d'ingénierie sociale, c'est qu'en fait, on a des chiffres qui sont biaisés dans les deux sens. À la fois, il y a une surmortalité des personnes âgées qu'on tue à tour de bras, et de l'autre, un grossissement des chiffres de personnes plus jeunes pour faire une forme d'équilibre. Donc c'est vraiment un double mensonge qui est intéressant. Mais pour revenir sur le Ritrovil et puis l'administration de morphine, ce sont des pratiques devenues courantes dans les EHPAD. Et ça, on ne reviendra pas en arrière. Alors pour être exact, un décret du 28 mars donc, facilite les conditions d'accès aux médicaments, notamment pour les patients atteints de Covid. Donc le Rivotril étant un médicament qui est utilisé en fait en soins palliatifs à l'heure actuelle. Le texte permet aux pharmacies d'officine de délivrer le Rivotril et plus seulement aux pharmacies d'hôpitaux sur présentation d'une ordonnance mentionnant le Covid-19.
Donc comme le médicament est déjà utilisé, la défense du gouvernement, quand l'info a été relayée sur les réseaux sociaux, ça a été de dire que non, rien de rien, on facilite juste l'accès à un médoc tout à fait autorisé. Voilà, donc le Ritrovil, c'est bien un médicament qui est utilisé pour en fait endormir les patients pour éviter des souffrances. Et l'une des contre-indications en fait de ce médicament, ce sont tous les problèmes respiratoires et thromboemboliques. Donc exactement ce que conduit en fait à avoir le Covid-19 par nature. Donc à partir du moment où quelqu'un a un symptôme respiratoire, si on lui administre le Ritrovil, non seulement on l'endort, mais aussi en fait on conduit à sa mort. Mais comme l'administration de morphine chez une personne très âgée, c'est quelque chose de dramatique. C'est les 2 méthodes qui ont été mises en place pour pouvoir en fait faire de l'euthanasie sans y toucher, et ça, on n'y reviendra pas. C'est là où on se rend compte que cette impression de parenthèse pendant laquelle le monde serait mis sur pause est totalement fallacieuse. Non seulement la vie continue, il faut bien s'occuper des enfants, les nourrir, accueillir les nouveaux qui arrivent, mais pendant ce temps-là, dehors, il y a quand même nos élites dirigeantes qui continuent de faire leur sale boulot et qui légifèrent en roue libre. Ah non, mais regardez ça, ça rend fou, je pense que c'était même bien l'objectif. Il y a un immense sentiment d'impuissance qui est corrélé au confinement et qui a poussé en fait tout le monde aussi à la démission. Le confinement, ça rend fou dans la mesure où, en fait, il dépasse le temps doré de la parenthèse des vacances. D'un côté, la vie continue, de l'autre, l'avenir est en suspens. En fait, impossible de faire des projets, de savoir où les projets en cours vont aller, voire même, pour de plus en plus de gens, d'être sûr qu'on aura de quoi manger demain. Alors là, ces inquiétudes, elles vont commencer à s'apaiser avec les annonces de déconfinement. Ça tombe bien, c'est le bon moment. Les gens étaient commencé à monter en pression, à être en révolte. Donc on va passer à une phase d'acceptation. Une phase où les gens vont subir leur confinement avec cette ligne d'horizon du fameux 11 mai, éventuellement du 2 juin, et puis on verra plus tard. Sauf qu'en réalité, il nous restait plein de moyens d'action et je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder plus tard, mais il y a encore plein de choses à faire. Et avec le déconfinement, c'est pas beaucoup mieux. C'est ce qu'il faut voir, c'est que en fait le déconfinement, d'ailleurs ils appellent plus ça un déconfinement, ils appellent ça un assouplissement de confinement. J'arrête pas de le répéter, mais voilà, ça a encore changé. C'est un peu la carotte, quoi. Donc là, les gens, ils sont tout contents parce qu'ils ont le droit de bouger à 100 km de chez eux. On n'a plus de vie politique et sociale, en fait. L'homme est un animal politique et social, disait Aristote, c'est-à-dire qu'il vit en compagnie des autres et dans le domaine public. Et là, avec ce prétendu déconfinement, en fait, on va pouvoir retourner au turbin et au boulot, quoi. Et puis on n'a plus de vie religieuse, plus de vie publique, plus de vie de famille, et on doit porter un masque pour ne plus avoir aucune relation sociale, donc avec leurs gestes barrières et leur distanciation. Donc en fait, on nous prive d'une partie de notre humanité en faisant ça. Quand je dis priver de notre humanité, c'est en fait de nous priver de l'expression des choses qui font de nous des êtres pleinement humains, quoi. Et en fait, comme on nous a accordé, grâce au déconfinement, une nouvelle marge de manœuvre, on a l'impression de mieux respirer et on va se contenter de ça. On va passer de la colère et de la révolte que certains ont pu éprouver à finalement la joie de pouvoir juste faire des choses normales. Et puis les lois qui sont passées, maintenant c'est fini, on les a dans le cul, quoi. Et on récupérera jamais les libertés d'avant. Il y aura plus jamais de comme avant, en fait. Mais on marche au bâton à la carotte, là, en fait. Ah ouais, non, mais on voudrait faire de l'ingénierie sociale qu'on ne ferait pas mieux qu'ils ne le font. Les déclarations d'Édouard Philippe sont arrivées au moment où les gens, en fait, n'en pouvaient plus, qu'ils ressentaient ce sentiment de colère et de caractère insoutenable des violences qu'on leur faisait, en fait, et au moment où les gens commençaient de plus en plus à faire des entorses aux règles. Et là, justement, on va alterner confinement, déconfinement avec des mesures délirantes. C'est-à-dire que là, on avait des transports en commun qui fonctionnaient pendant toute la période de confinement. Là, ça va être réduit. On pouvait sortir et aller dans des magasins sans masque jusqu'au prétendu déconfinement. Et maintenant qu'on déconfine, on a le droit au masque. Et en fait, c'est ces mesures délirantes qui s'alternent, où plus personne n'arrive à suivre, qui rendent fou. Et il n'y a pas d'autre mot, en fait. Oui, parce que le confinement, c'est au-delà des drames personnels dont on a déjà parlé, des faillites en série et surtout la faillite de l'économie réelle. Ce sont des petits commerces, des petites entreprises, des indépendants, des auto-entrepreneurs qui vont être les premiers à trinquer parce que la trésorerie, pour faire face à l'arrêt partiel ou pour certains total de leur activité, va être très compliquée à gérer. Alors, pour payer les fameuses indemnités promises, il faudra bien trouver l'argent quelque part. C'est payé forcément par le budget de l'État. Donc, 2 solutions. Ou de l'impôt, et là je suis pas sûre que ça va plaire à tout le monde, ou alors de la dette. Et dans ce cas-là, la dette, c'est auprès des banques qu'on la contracte en général.
En tout cas, auprès d'acteurs financiers qui eux-mêmes, au fur et à mesure des intermédiaires, en fait, se financent auprès de la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui actuellement fait tourner à fond la planche à billets. C'est-à-dire que si on passe par de la dette, on se finance en bonne partie par de l'argent fictif. Ces deux choix-là mènent à un désastre, hein. D'un côté, on a l'impôt qui explose et on appauvrit les Français de la classe moyenne, qui sont déjà, eux, en voie de paupérisation, hein, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Et grosso modo, là, on appauvrirait la classe au-dessus, donc classe moyenne, voire CSP+, quoi. Et donc, en fait, ça va créer un abaissement, voilà, ça a une paupérisation de la France. Et avec la possibilité que les gens disent non et se révoltent. Mais la révolution est quand même, on va le dire, assez peu probable. On est plutôt dans le cadre, je pense, de ce qu'on pourrait appeler une jacquerie, qu'on pourrait voir venir, dont la porte a déjà été ouverte avec les Gilets jaunes. Et puis tout ça, ça contribue à l'instabilité politique qui ne nous est toujours pas favorable. Il n'y a qu'à voir comment, en fait, Notre-Dame-des-Landes, autant que la Manif pour tous ou les Gilets jaunes, ont été que des occasions de renforcer le pouvoir et l'arbitraire de la police, notamment de la police administrative. Chaque manifestation, en fait, c'est une occasion supplémentaire pour que le pouvoir se resserre la vis et soit de plus en plus dur. Tout ça sur fond de crise économique, à base de faillite, de rechute de bourse, de chômage, de marchés financiers qui craquent, enfin voilà quoi. Bah, s'il n'y a pas d'effondrement général, hein, ce qui est la chose la plus probable, hein, on va se retrouver avec des pays d'Europe qui s'en sortent mieux que d'autres, comme l'Allemagne, l'Autriche, qui ont été capables de garder une industrie, une force économique interne à leur pays, une autonomie, hein, voilà, face à des pays plus, disons, du Sud, comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, qui sont en surendettement, qui n'ont aucune autonomie dans rien, et qui vont, voilà, ne vont plus avoir le droit au chapitre, parce qu'ils n'auront plus de poids économique. Et là, ça va être une augmentation de la paupérisation, et je pense que c'est la situation la plus probable, voilà, qu'un effondrement général. Dans le cas d'une très grosse crise, même un effondrement se ferait tout de même par paliers successifs. Les risques politiques sont évidents, avec encore un cran qui passe dans la sécurité, et de l'autre côté, un État qui en remet une couche sur la surveillance de masse, par conviction évidemment, hein, mais aussi faute de moyens, parce qu'en fait un État en crise économique galère à payer ses fonctionnaires, donc ses policiers, donc se tourne vers des jolies petites machines pour faire du boulot gratos à très grosse échelle. Le but c'est aussi d'anticiper les mouvements sociaux éventuels, faute de pouvoir y répondre. Donc là, si on est dans une logique d'anticipation, on est dans le jugement de l'intention, c'est Minority Report en fait. Et ben en fait, c'est ça, la logique d'anticipation, ce que tu appelles la logique d'anticipation comme dans les films de science-fiction, hein. Eh bien, c'est, si tu veux, ce qu'on appelle aujourd'hui la police administrative, la police dite préventive. Normalement, le cadre classique, c'est on punit quelqu'un qui a commis un méfait. C'est-à-dire que c'est après que la personne ait commis et fait l'acte de malveillance qu'on le punit. C'est ce qu'on appelle la police judiciaire. Et aujourd'hui, on est dans une inversion totale. On a l'avènement donc de la police administrative, hein, qui, elle, est une police préventive qui agit en prévention de prétendus désastres. Et là, en fait, on est dans le contrôle. Et ça va de pair avec d'autres types de contrôles qu'on voit de plus en plus. Là, par exemple, la fameuse application Stop Covid, on est exactement dans ce cadre-là d'anticipation. C'est-à-dire que vous allez croiser quelqu'un qui a le Covid, peut-être que vous l'attraperez jamais d'ailleurs, peut-être que cette personne elle-même n'a pas le Covid, parce que je rappelle quand même que les tests dits du Covid-19 ne permettent qu'une seule chose, c'est de tester si vous avez un coronavirus. Mais en fait, des coronavirus, il y en a énormément. Et le Covid-19, c'est qu'un parmi d'autres. Donc, ils vont supposer que vous croisiez quelqu'un qui a une forme de corona, et de ce même fait, ils vont vous traiter, vous vacciner ou je ne sais trop quoi, ou vous interdire de sortir de chez vous. Donc, on est vraiment en fait dans de l'anticipation, dans de la statistique, et non plus dans ce qu'est la vie. Les systèmes et les mécanismes vont aller très loin parce qu'il est question aujourd'hui de pucer les gens. Alors voilà, pucer, ça fait tout de suite science-fiction, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, c'est de mettre en fait des vaccins qui vont avoir un traçage sous peau, c'est-à-dire qu'on pourra, à l'aide d'un iPhone par exemple, déterminer si oui ou non vous avez bien reçu ce vaccin, s'il est toujours actif, parce qu'il y aura des nanoparticules sous votre peau qui formeront un dessin qui seront captés par l'iPhone. À partir de là, en fait, c'est ce qu'on appelle un puçage, tout simplement. Et puis, il y a la question du contrôle des masses de manière générale, où là, évidemment, les passages des drones qu'on a vus sur nos plages et dans nos forêts et dans nos alpages, ça ne fait que commencer, quoi. Ils ont ça pour eux, quoi, nous pucer, nous tracer, parce que voilà, on est devenu ingérable.
Et ça, c'est une bonne nouvelle, en fait. Donc je pense qu'on va terminer sur cette note positive qui est tout simplement que voilà, nous sommes ingérables et nous devons le rester. Donc Anne, je te laisse dire le mot de la fin et je vous souhaite à tous une agréable soirée. Donc en somme, on se retrouve avec un gouvernement isolé, acculé, incapable de gérer la crise du fait de politiques court-termistes et qui du coup se replie sur des solutions liberticides comme le confinement généralisé, le contrôle de masse, etc. Donc, par ailleurs, comme dans toute situation de crise, on voit apparaître les choses toutes nues, dans toute leur vérité. Ce qui motive notre gouvernement, nos contemporains, notre société tout entière, c'est la peur de la mort, la peur de la maladie. L'enjeu de nos contemporains, c'est plus d'avoir une bonne mort, mais c'est de mourir le plus tard possible. Par ailleurs, notre société hygiéniste, individualiste a été capable, sans que personne ne s'en scandalise, de proposer d'isoler plus encore nos vieux, nos malades, sous couvert de sécurité du plus grand nombre. Notre société fait prévaloir l'argent sur la défense de la vie, la sécurité sur la liberté, le confort sur la vérité. Alors, face à cette situation, que faire? C'est ce que nous verrons dans la suite de cette émission. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous aurez en avant-première la suite de cette émission. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi bien sûr diffuser, partager, commenter cette émission. Allez aussi nous suivre sur notre page Facebook, sur notre fil Twitter, ou encore sur notre site directement, lesantigones.fr. Et puis on a, pour ceux qui le peuvent, un compte Tipeee auquel vous pouvez participer à la mesure de vos moyens, bien sûr. Merci pour votre écoute.